l'année pour ces personnes et de n'appliquer le nouveau tarif qu'au début de l'année. J'aurais une question. Oui. Ce que je souhaiterais savoir... On n'entend pas. On n'entend pas. Ça devrait être bon. Donc moi je voulais savoir, parce que le coworking, bon, ça demande un entretien personnel, etc. Et moi je voudrais savoir quel était le retour sur investissement de ce coworking. Qu'est-ce que ça rapporte à la commune, en ce sens, parce que c'est vrai qu'il va falloir trouver de plus en plus des moyens financiers de récupérer de l'argent, puisque on sait que tout est toujours les taxes, enfin les indemnités octroyées par l'État sont de plus en plus en diminution. Je ne sais pas le terme d'indemnité d'ailleurs, c'est des subventions. Merci. Alors, voilà, nous avons décidé d'une politique non pas de rentabilité, nous ne sommes pas une entreprise, mais bien une municipalité qui met à disposition de nos administrés un service. Bon, c'est vrai que ce service est payant et comme vous l'avez constaté, depuis 2018, on augmente régulièrement nos tarifs pour s'approcher des marchés. Pour autant, nous sommes encore aujourd'hui en dessous de ce qui se fait dans le privé, bien entendu. Cela dit, encore une fois, nous sommes là pour soutenir les entreprises de notre territoire, pour soutenir nos administrés et les aider parfois à créer, ce qui est arrivé puisque nous avons joué un petit peu le jeu de la pépinière d'entreprise pour certaines qui ont démarré à l'espace coworking et après sont allées sur notre zone industrielle, mais aussi pour soutenir des entreprises de notre secteur géographique qui ont besoin de faire télétravailler leurs salariés aujourd'hui et qui le font grâce à nos tarifs qui ne sont pas trop élevés. Sinon, effectivement, elles auraient des difficultés à le faire. Et il faut considérer que sur notre territoire, toute la population n'est pas au même niveau question informatique, on va dire. Hein. Vous avez encore des zones qui sont mal desservies, où les personnes ont tout juste du 3G. Je suis désolée pour mon collègue qui est en face, mais c'est la réalité. Donc, on sert à ces personnes de pouvoir travailler. Et notamment, on a régulièrement aussi des étudiants qui viennent travailler sur leur projet parce qu'ils habitent un petit village où le Wi-Fi passe pas si bien. Et donc, pour faire des projets conséquents, ils ont un peu de mal. Donc, je pense qu'on a toujours été d'accord dans ce conseil municipal à continuer ce soutien à nos administrés et non pas faire de ce lieu un lieu de marchandage, on va dire. C'est pas du marchandage, c'est un simple retour sur investissement. Alors du retour, il y en a forcément. Mais, effectivement, il y a un retour, mais la rentabilité, c'est sûr qu'elle n'est pas actuellement. Elle n'est pas vraie. Mais est-ce que vous allez tendre quand même vers une rentabilité à terme? Mais c'est aussi quand même un service que nous rendons nos administrés, et en même temps aussi ça évite pas mal de déplacements, pendulaires vers Toulouse, donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant. Et est-ce que vous n'envisagez pas, si je peux me permettre, d'intégrer, parce que je crois que c'est au TRIV, hein, le coworking, est-ce qu'on ne pourrait pas l'intégrer au niveau de l'intercommunalité? Nous ne réservons pas l'accès au coworking aux autres rives, hein, nous ne réservons pas. Et les charges, oui. Donc c'est pour ça que je vous proposais de faire entrer dans le cadre de l'intercommunalité et de ce fait, on aurait moins de charges. Les administrés seraient moins assujettis à des charges. Voilà, c'est une proposition. Non, mais non, mais ça serait logique. Il faudrait le proposer à un conseil communautaire, mais bon, écoutez, oui, c'est vrai, mais donc pour l'instant, nous tenons un peu à ce que ça soit autoritaire, que ce soit nous qui le gérions. Au moins, on sait comment ça fonctionne. Ouais. Soit. J'ai une vision plus intercommunale. Oui, l'intercommunal, dans le sens de se servir de l'interco.
Nous Voilà, essayons d'équilibrer un peu les choses voilà. et utiliser l'Interco, mais aussi leur fournir à l'Interco des services. Voilà, je pense qu'en tant que ville principale, on peut être effectivement promoteur de ce genre de dispositif. Et aujourd'hui, croyez qu'on travaille parfaitement avec l'intercommunalité sur tous les sujets. Hein. Bon, le Covid nous a empêché de faire pas mal de choses, mais chaque année, nous faisons des ateliers sur la création d'entreprises, etc., où l'intercommunalité participe et les partenaires du service emploi de l'Interco participent aussi. Donc il y a une véritable collaboration. Effectivement, la charge financière reste à la plus grande ville d'Haute-Rive, mais je crois que Haute-Rive peut porter cette charge pour l'instant de façon à être le promoteur de ce genre de dispositif. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'il faudrait aussi mesurer les impacts indirects, puisqu'en fait, les activités de coworking, c'est aussi de l'activité générée sur la ville d'Haute-Rive. Donc, vous prenez ça en considération, les dépenses et les recettes directes payées sous la forme des locations, mais pour autant, il y a d'autres retombées à avoir, effectivement, des gens qui travaillent, parce que ces gens-là, ils vont ensuite pouvoir aller dans les commerces qui sont à proximité, consommer local, voire quand ils développent leur entreprise, justement, le faire avec des personnes de la commune. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas forcément mesurable, mais qui permet aussi d'avoir des retombées pour la ville. Donc pas qu'une Dans dépense. notre cas aussi, on aurait des retombées sur la ville. Pas forcément. Vu qu'elle est au même endroit, Écoutez, il y a mais bon, c'est un point de vue. Vous Non, avez mais votre point il y a de vue autre que chose. je respecte et- Actuellement, c'est nous qui gérons ce Voilà. service. S'il devient intercommunal, ce service nous coûte X, mais on aura notre attribution de compensation qui va diminuer de X quand on le passera à l'intercommunal. Donc il ne faut pas croire que ça va nous il faut pas croire qu'on gagnera quelque chose, si vous voulez. Oui, d'accord. Parce que nous parlons au niveau de l'attribution de compensation. Ok. En termes d'image, de toute façon, nous avons été reconnus et par l'Occitanie et par le pays sud-toulousain dernièrement. Nous avons la reconnaissance tiers-lieu, donc je pense que tous nos partenaires ont bien compris l'intérêt de gérer cet établissement de façon municipale. Et je vous assure que même le conseil départemental participe aux actions que nous faisons. Avec allégresse, j'allais dire, parce qu'ils sont très contents justement qu'une ville puisse porter ce type de projet et puisse le promouvoir. Excusez-moi, je voulais intervenir là un peu sur ce sujet et sur notre relation avec l'Interco. J'espère qu'Haute-Rive, en tant que ville-centre aussi, pourra profiter d'autres aménagements. Et je pense notamment à la piscine communautaire. Et je ne sais pas si elle se situera sur la ville-centre. Pas le centre-ville, mais la ville-centre, oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez peut-être passer au vote. Il faut préciser que donc la délibération, ce qui est proposé, c'est de rajouter sur la délibération que pour les entreprises déjà installées sur l'ancien coworking, il est proposé de garder les tarifs actuels jusqu'au 31 décembre 2020. Donc avec ce rajout, on peut passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, on a donc des demandes d'annulation de dette pour surendettement. Hein. Vous savez que quand un ménage est en surendettement, il y a des dettes qui sont annulées. Et donc on demande d'annuler ici une dette de 17 € de cantine, une autre dette de 142,90 € de cantine, et enfin une dette de 284,65 € sur le service des eaux, pour 3 personnes différentes. Y a-t-il des remarques? Non? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Encore une mission en non-valeur. Donc une taxe locale directement,
sur un permis de construire donc, qui n'a pas été mené à terme. Et donc la taxe locale, bon, ça serait pas pareil, je pense, à la taxe d'aménagement maintenant, puisqu'il faut que les travaux soient commencés, on paie la taxe d'aménagement. Mais la taxe locale d'équipement, qui était avant, la taxe qui était avant la taxe d'aménagement, se payait au moment du dépôt du permis. Donc, et là, le permis n'a pas été mis à terme, donc on doit rembourser cette taxe locale d'équipement qui avait été payée. Y a-t-il des questions? Non. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, sur homologie, société anonyme d'habitation à loyer modéré, avait emprunté pour la construction de 30 logements rue Vincent Auriol, résidence Madron. Et donc, il y avait 2 emprunts. Et donc, ces emprunts ont été renégociés. Et donc, on nous demande des emprunts qu'on avait garantis. Et à 50%, mairie 50% au conseil départemental. Et on vous demande donc de garantir le nouvel emprunt qui remplace donc les deux autres emprunts qui ont été renégociés et réaménagés. Y a-t-il des questions? Non? Non, enfin, je peux simplement motiver le pourquoi, quand vous allez passer au vote, pardon, excusez-moi, je voulais simplement... Là, voilà. Alors, je voulais simplement motiver un vote contre. Donc, c'est encore un endettement supplémentaire sur 50 ans pour les villes. Voilà. Donc, je ne suis pas favorable aux... Il est vrai, mais il n'est pas supplémentaire puisqu'il remplace. Il est inférieur à ce qui a été voté avant. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été voté, peut-être que c'était en 2015 que vous l'aviez voté. Mais bon. Ça, je ne peux pas le garantir. Ça, je ne sais pas. Mais en 2015, j'obéissais, monsieur le maire. Je n'avais pas le choix. Vous savez que le jour où j'ai plus obéi, ça a été vite réglé. Bien. Alors, donc, je me vois donc qui est contre, un contre, qui s'abstient, une abstention. Alors, un autre projet, celui-là est un nouvel emprunt, donc, hein. Alors c'est pour la société Solia, sur un projet donc, situé à 13 rue François Albert. On demande de garantir à hauteur de 30% pour un prix d'un montant de 444 000 €. Alors cette construction, rue François Albert, c'est... donc, tu veux le travailler, Daniel, ou pas? Non. Annick, alors c'est en fait le même projet que celui qui a été fait au rue Gambetta, où il y avait eu, je crois, 12 appartements, et c'était pour des jeunes en particulier qui ne peuvent pas se payer un loyer parce qu'ils ne peuvent pas donner les garanties, hein, quand ils ont de petits salaires, pour leur mettre en sorte de pied à l'étrier, et normalement ça doit durer entre 6 et 18 mois, et au-delà, il faut qu'ils intègrent donc un appartement avec un loyer normal. Mais c'est très souple, hein, comme les logements sociaux. C'est des logements très sociaux. En fait. Y a-t-il des questions? Et l'accueil, parce qu'à côté, il y a un accueil, cette place, oui. C'est un accueil, ça. À côté? Alors, je ne comprends pas très bien, excusez-moi. Je vois 7... je vois... Alors, je vois... Attendez, je ne vois plus. Je vois 7... pardon, excusez-moi. Je vois 7 logements et 7 places lits. Donc les 7 places lits, ça correspond à quoi? C'est un accueil... Et oui, c'est ce qui a écrit, amélioration de 7 logements et 7 places lits situées.
Donc moi, je voudrais des explications pour savoir qu'est-ce que c'est que 7 logements et 7 places lits. Mais en fait, chaque logement, hein, Non, mais ça, c'est logique. Mais ça fait pas... bon, mais en fait, peut-être que en fait, il peut y avoir les T2, les T1 et les T2, hein, je ne sais peut-être pas précisé. Et ça, ça va avec 7 personnes, mais pas forcément, peut-être avec 7 appartements. Il y a peut-être que 6, donc un logeant de personnes, s'il y a un couple. Est-ce que vous envisagez d'accueillir des migrants dans ces accueils? Non, on n'envisage pas d'accueillir des migrants, on envisage d'accueillir nos personnes qui sont en chantier d'insertion, par exemple, qui n'ont pas les revenus suffisants pour se loger autrement, ou qui sont encore chez leurs parents. Ok. Voilà. Je pose la question. Merci d'avoir répondu. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Gallet. La question relève si les garanties d'emprunt, il y a un problème. Oui, si les garanties d'emprunt sont des engagements hors bilan, la commune s'engage en cas de défaillance des débiteurs à assurer l'exécution de l'obligation liée aux garanties d'emprunt. Donc, moi je crois qu'avant de délibérer sur des garanties d'emprunt, on devrait quand même avoir des signaux qui nous permettent d'avoir connaissance de si on peut, en toute liberté, sans qu'il y ait des contraintes et des risques financiers pour la commune, donc adopter une délibération de garantie d'emprunt, sans référer aux règles prudentielles cumulatives que sont le plafonnement pour la collectivité, qui ne peut garantir plus de 50% du montant total de la garantie d'emprunt par rapport aux recettes règles de fonctionnement, le plafonnement par bénéficiaire et la division du risque. Donc ce que je crois, c'est qu'il serait quand même intéressant d'avoir une étude sur les garanties d'emprunt existantes par rapport à la commune. Vous n'avez pas le compte administratif de la commune? Non, vous n'avez pas laissé voter le compte administratif? Non, c'est pas sur le compte administratif. Moi, sur le compte administratif, il y a les garanties d'emprunt qui figurent sur le compte administratif. Oui, mais je ne parle pas de ça, monsieur le maire. Oui. Je parle des conditions. Faire le calcul. Non, on est loin du seuil. On est loin du seuil actuellement. Et donc sur les logements sociaux, dont nous avons énormément besoin, en particulier ceux-là, pour les jeunes qui ont du mal à rentrer dans la vie active, c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, ça se passe très bien au 22 rue Gambetta, et donc on se rend compte qu'il en manque encore. Il y avait 12 logements, donc nous avons proposé 7 de plus, avec la société Solidaire, qui est une société très sérieuse et très sociale. Y a-t-il d'autres remarques? Alors, sur cette garantie d'emprunt, donc, on passe au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Ah, pardon. Deux contre. Je ne voyais pas, c'était derrière. 2 contre, 2 abstentions. Le reste est pour. Alors, annulation partielle de la redevance d'utilisation des biens publics de la société Oxygène Concept. Alors, la société Oxygène Concept, le parc Arcobranche, a subi pas mal de désagréments, en particulier donc une tempête qui a fait tomber quelques arbres, quelques de leurs installations, et donc ils ont du mal à se remettre un jour, et ils nous demandent donc de ne pas recouvrer les sommes restandues de 2019 et de ne pas émettre de redevance pour l'année 2020. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Excusez-moi, monsieur le maire. Sur les années précédentes, avant 2019, il y a quel montant de stabilité est-il? En 2018, on avait
diminuer la redevance de moitié. Et je pense que l'année précédente, je ne sais pas, c'était pas moi, je ne l'ai pas relevé. Donc il y a, en 2018, on a fait 3 000 euros et donc là, on propose donc de proposer, on avait appelé 3 600 euros pour 2019, on propose de ne pas les recouvrer et de ne pas mettre de titre pour 2020. Est-ce d'autres questions? Non? Alors je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Contrat d'apprentissage. On propose de prendre en apprentissage un jeune pour faire un CAP de jardinier paysagiste. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, juste une question par rapport au comité technique paritaire. Donc c'est quel comité technique paritaire qui a donné l'avis favorable? Parce que depuis quelques années, le comité technique paritaire, c'est le comité technique. Donc je pense qu'il serait bon de mettre la date de savoir si c'est le CTP, si c'est le CP, et puis quel CT. Y a-t-il eu un avis favorable du CT réellement, ou est-ce que c'est une délibération qui a été proposée? Il n'a pas eu lieu, le CT n'a pas eu lieu. Mais comme il fallait en fait, non, mais comme en fait, si on prend un apprenti, il faut qu'il puisse aller dans les cours, ces cours commencent le 1er octobre, on ne pouvait pas le retarder. L'avis préalable du CT Sauf pendant la période effectivement que nous venons de traverser, puisque la décision de conclure ce contrat a été prise durant la période sur laquelle les avis obligatoires des organismes consultatifs, dont notamment le comité technique, n'étaient pas nécessaires, au vu de l'état d'urgence. Je n'ai pas la même certitude. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a marqué dans la délibération à l'appui de l'avis du CT. Donc, il convient de corriger la délibération et de viser, effectivement, c'est ce que je propose, de viser effectivement les articles de la loi d'urgence qui permettaient, pendant cette période, de ne pas réunir les organismes consultatifs obligatoires. Voilà. Avec cette correction, parce qu'on ne va pas empêcher ce jeune d'être en apprentissage, en plein apprentissage, avec cette correction, qui est contre, qui s'abstient, merci. La lumière arrive. Monsieur Rouet. C'est terminé. L'implantation d'un point lumineux, impasse de la Lichonne et avenue à Rémy-Selmar. Donc j'ai signifié qu'il y avait en fait sur la Rémy-Selmar et boulevard Notre-Dame 2 points, pas un seul mais 2. Donc je vous ai envoyé, monsieur Vignal, des modifications à joindre. Les montants par contre sont les bons et voilà, ça fait 3 points et non pas 2 comme c'est, mais ça va être corrigé. Après le conseil municipal, il y a 3 points nouveaux, donc un à impasse de la Lichonne, un à Rémy-Selmar et le troisième sur à proximité au boulevard de Notre-Dame, l'intersection avec la rue des Sols. Voilà. Ceci avait été oublié dans la première visite, mais en fait, ça avait été comptabilisé dans la délibération. Le montant est bon, sauf qu'ils avaient oublié dans la délibération de signaler le troisième point. Il faudra corriger la délibération. Et dans le troisième point. Voilà, donc pour le financement, monsieur le maire. Pour le financement, on a dit qu'on le prenait sur nos fonds propres, 980 000 euros. Voilà, sur un total de 4 876 euros pour les 3 points. On passe au vote. Il y avait une petite question concernant l'impasse de la Lichonne et le
le statut de cette voie, c'est bien une voie publique ou... Oui, on passe. Oui. C'est une extension, en fait, il y a un logement, Depuis très longtemps. il y a, au bout de l'impasse, il manquait un éclairage avec une extension qui s'est faite. Une extension du domaine public? Non, non, il y a eu... Non, une pas du raquette, tout. C'est une voie, pour être tout à fait clair, puisque je peux répondre à la question en habitant moi-même cette impasse, c'est que cette impasse... Comme ça, je peux répondre directement, c'est que, effectivement, avant même que j'habite dans cette impasse, elle était réintégrée au domaine public. Ça a été fait sous le mandat de, je pense que c'est à peu près en 2014 ou 2015. Et en fait, il manquait un point lumineux en fond de cette impasse, sur les raquettes de contournement qui avaient été demandées depuis pas mal de temps et au moment de la réintégration, et qui effectivement est mis en place maintenant. Monsieur Higara. J'aurais une petite question. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des points lumineux, ils ne proposent pas de remplacer par des trucs solaires? Non, mais ça a été étudié, mais en fait, le SDEC n'a pas proposé ça parce que en fait, l'investissement était trop important. Et là, il y a un câblage existant, il y a de l'éclairage public. Lorsque c'est un point isolé, oui, mais pas... Oui, parce que nous on avait consulté une société justement qui nous proposait sur des points déjà existants, même avec des câbles, on pouvait brancher juste la tête en solaire et avoir aussi le courant qui arrivait par-dessous en secours. Non, mais là, vous avez un réseau existant, donc... Oui, donc vous pouvez conserver le réseau existant. Le coût est moindre, en plus avec un éclérage à LED, comme c'est proposé. Mais là aussi, c'était à LED. Oui, d'accord. La tête, il la faisait aux alentours de 600 €. Vous pouvez des lampadaires plastiques, quoi, un tube et la tête en haut. Mais c'est pas ce qui a été proposé par le SDEC. mais le SDEC n'a pas retenu ce système-là. Alors, là, écoutez, le SDEC, il va... Parce que sur les autres demandes, là je vois qu'il y a des tranchées qui vont être creusées. Est-ce que ça valait le coup, franchement, de ne pas étudier le problème de lampadaire solaire plutôt que de creuser des tranchées qui alourdit la note? Nous sommes attachés au SDEC. Oui, je me doute. Très attachés. Parce que c'est le SDEC qui perçoit, parce que si on le faisait nous-mêmes, vous voyez, il faudrait payer la totalité là. Hein. Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils n'ont pas une politique aussi de mettre en avant le solaire? Ils n'ont pas choisi ça. Sur des points isolés, oui. Pas seulement sur des points isolés. Lorsqu'il y a un raccordement qui est possible aux alentours sur l'éclairage public, bon, c'est la solution du raccordement. Je pense que ça a été... Bon, ils nous prennent à 80% du total de... Oui, enfin c'est toujours la communauté qui paye quand même. Dans son ensemble. Non, c'est le consommateur. De ça, il y a quand même toujours une étude précise qui est faite. Et les solutions d'énergie renouvelable ou alternatives, il faut aussi prendre en compte l'environnement. Parce qu'il y a des cas où vous ne pouvez pas forcément implanter non plus de lampadaire avec un panneau solaire photovoltaïque. Il faut s'assurer qu'il y ait effectivement suffisamment d'ensoleillement. Oui, je sais, mais on peut aussi faire des trucs déportés qui alimentent ces lampadaires-là. Et aujourd'hui, en termes de coût, le coût pour un particulier, une installation particulière n'est pas forcément le même. Dans les marchés qui sont prévus, ils agissent avec des marchés. Et effectivement, ça peut être une question à faire remonter, mais vous avez par exemple sur les parkings qui sont installés aujourd'hui pour le covoiturage, notamment par le conseil départemental, un développement des mâts solaires photovoltaïques. Il y a quelques années, on n'installait quasiment pas de LED dans les communes parce que ce n'était pas encore une technologie assez fiable. Voilà. Il y a aussi des évolutions qui ne se font pas forcément en parallèle, et ce n'est pas pour autant qu'ils ne le prendront pas en considération. D'accord, non, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils nous présentent quand même les deux variantes. Et oui, mais si vous voulez, l'étude elle est faite en amont. Hein. Nous, ensuite, on a ici le résultat. Donc c'est... Oui, non, on sollicite le SDEC. Après, eux, ils ont leur bureau d'études qui sont propres et voilà, on tombe sur des devis et sur des choses que l'on présente après à un conseil municipal. Je vous invite à rencontrer le SDEC. Oui, ce que l'on peut dire, on s'est transporté avec Patrice sur place, l'impasse de la Lichonne. Effectivement, il y a des maisons qui se sont créées en fond d'impasse. Il y a quand même une cohérence, il y a 4 points lumineux à l'entrée, il y a quand même une cohérence
sur le plan technique, je suppose, à créer un 5e point lumineux, d'autant me semble-t-il qu'il y a un support qui est existant et que le point lumineux sera mis sur ce support. Moi, je ne suis pas un technicien de l'électricité, mais je ne vois pas d'incohérence forcément technique sur ce point lumineux qui sera mis sur le support existant. Pas plus sur cette impasse que sur d'autres. Hein. Je me disais juste, j'habite pas au pied du point lumineux, hein, donc ça soit vraiment très clair. Ma partie de rue est déjà éclairée, déjà depuis quelques années, puisque la mise en place de cet éclairage, en tout cas les 3 premiers points, datent déjà de quelques années, et qu'effectivement, à la suite de l'intégration de ce fond de voie qui a été procédé avant 2018, et bien qu'on venait aussi d'y remettre l'éclairage public. D'ailleurs, tu n'as acheté cette maison parce qu'elle était bien éclairée. C'est ça, j'aime bien être bien éclairée, j'ai pas besoin de rajouter comme ça une petite lumière sur ma maison pour rentrer le soir. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Alors on passe au vote. Qui est pour cette délibération? Tout le monde est pour, merci. Continue, Philippe. Donc on passe sur la deuxième délibération, rénovation de l'éclairage public de la RD 820. Il s'agit de la 3e tranche. On est toujours dans notre politique de rénovation et d'économie d'énergie aussi sur l'ensemble de l'éclairage public. Simplement, je peux rajouter en plus de la délibération, bon, il y a 63 appareils d'éclairage qui vont être déposés et donc remplacés par des éclairages à LED. Sur l'ensemble de ces éclairages, on va atteindre une consommation annuelle d'énergie d'environ une économie de 67%, soit une économie de 3 790 € par an. Voilà. Bon, c'est un peu moins que ce que l'on avait sur les 2 premières tranches, mais on arrive donc à la 3e et dernière tranche de la RD 820. On aura un éclairage homogène sur l'ensemble de la RD 820. Donc pour un total de contribution pour la commune de 22 277 €, sur un total de montant hors taxe de 88 000 €. Voilà, donc pour le financement, monsieur le maire. On propose de décider d'utiliser les fonds de concours, comme ça passe comme ça en investissement. Et donc vous avez vu donc la rentabilité de 6 ans, donc on a rentabilisé l'investissement. Oui. Cette tranche 3, elle va de où à où? Elle va du Jiffy à peu près, jusqu'à la sortie côté arrière, je crois, jusqu'au Bouet. Non, jusqu'à l'école Boulevard. D'accord. Et vous changez que les appareils ou les supports aussi? Non, les supports sont gardés. Non, les supports sont conservés. C'est des appareils qui sont sur l'eau. On remplace les câbles. On dissocie l'éclairage des supports. Une autre question? Oui, juste au niveau des... Au niveau des LED, il y a une campagne de renouvellement de tous les appareils sur la commune. Oui, nous avons un programme. Chaque année, on établit un programme avec le SDEC. On l'a soumis en 2020. Enfin, depuis 2018 que nous y sommes aux commandes. On soumet au SDEC un programme. Bon, là, certes, cette année, ça a un peu pris de retard avec le Covid, puisqu'on devait faire déjà l'aménagement autour de la halle. Bon, ça a été un petit peu retardé. On va faire les réceptions fin octobre, je pense. Mi-octobre ou fin octobre, de l'ensemble des chantiers. Vous avez une idée du pourcentage LED sur la commune? Non. Bon, la RD 820 elle va être totalement faite en 2021. Vous aurez toute la RD 820. Après, il y a différents secteurs qui ont été faits. On peut vous ressortir tous les PV qui ont été faits. La couronne de riz, là où ça a été fait, par exemple. Après, en pourcentage, non, je n'ai pas le total de tous les points lumineux. Non, si la communauté pourvue à 20, 30, 40. On n'a pas forcément rajouté depuis que vous étiez aux commandes, donc moi j'étais aux commandes de rien du tout. Vous n'avez pas beaucoup de lumière, non, mais par contre, bon, voilà, on a transformé, on a rénové tant qu'on a pu, et avec les programmes du SDEG, voilà.
Une autre question. Il y a un bilan annuel hein, que tu avais présenté. Oui, Tu avais présenté, il y a un chiffre hein, qui a été donné pas les chiffres là. voilà, en début d'année 2020 pour l'année 2019, qui pourrait être transmis, qui donnait le nombre de demandes en cours de traitement et chaque année il est présenté en conseil. Donc, une autre question là, concernant la mise en place des horloges. Il y aurait donc une coupure de l'éclairage en nuit profonde ou pas? Non, c'est une baisse de puissance. Juste une baisse, on maintient, on laisse. De minuit à 5 heures, en général, c'est sur cet horaire-là. Donc là, on aura pour la RD 820 le même éclairage, parce qu'actuellement, forcément, avec l'éclairage que l'on a sur la première partie, on a de l'éclairage classique, hein, et les deux autres tronçons qui ont été faits en LED, donc ça fait une luminosité qui n'est pas la même. Donc c'est pour ça qu'on homogénéise un peu toute la RD 820. On avait des rendements qui étaient à 80%, enfin on avait 80% d'économie sur les premiers tronçons. Là on est un peu moins. On est combien, je vous ai dit 67, hein, 67%. Bien. On peut clôturer là, on peut passer au vote. Alors, qui est pour donc, ce projet de... Oui, non, il faut... Merci, merci. Troisième point pour toi, Philippe. Donc le troisième point, c'est le raccordement de l'abribus du Douet, qui est un abribus du... Le conseil départemental. Donc il y avait un éclairage. Il n'était pas éclairé, l'abribus qui n'était pas éclairé. Il n'était pas éclairé, mais on avait à proximité, donc depuis le PL numéro 781, un éclairage public, et on a tiré donc du câble. Ça coûte un peu cher, tranché sous chaussée de 130 mètres. Donc on a un restant pour la commune de 2469 €. Et donc pour le financement, fonds propres. Oui, je voudrais rebondir sur ce point. Tout à l'heure, on évoquait quand il y a des points isolés qu'il serait plus judicieux de les alimenter en solaire. Et là, on tire une tranchée de 130 mètres sous chaussée. On sait que c'est ce qu'il y a le plus cher. Pourquoi le SDEC n'a pas proposé Je ne sais pas, mais en fait, c'est pas juste un point de mine, c'est l'éclairage de l'abribus. C'est pareil, monsieur le maire. Dans l'abribus, le conseil départemental ont des normes, hein, et puis ils ont leur éclairage. Et nous, on n'a fait que ramener le câble pour éclairer leur abribus. Ils ont leur propre... Les abribus du conseil départemental ont leur propre alimentation. Enfin, leur propre éclairage, je suis d'accord, mais il peut être alimenté depuis un panneau solaire. C'est pour ça que je suis surpris par... Bon, on s'engage, M. Robin, sur notre représentant au SDEC, à faire remonter vos remarques sur l'éclairage. Sur 130 mètres de longueur. Mais si on peut utiliser les panneaux solaires. Sur les abribus, j'ai quand même juste une remarque. Quand on met des panneaux solaires, et là c'est des équipements quand même de sécurité, il faut pouvoir s'assurer qu'ils soient hors de portée des dégradations. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de dégradations généralement sur les abribus. Donc on peut remonter la question, mais il faut aussi qu'on prenne en compte cette dimension sur les éclairages de sécurité. On peut mettre un panneau solaire à 5 mètres d'eau, c'est pas un souci. Il faudra du câble. Non, mais de toute façon, c'est les questions qui avaient été posées aux réunions du SDEG, l'éclairage par panneau solaire, mais ça n'a pas été retenu. On avait la même chose chemin de... Je veux dire, pas par simplement nous, d'autres communes avaient fait remonter ce chemin. Sur la route de Pied, un chemin de Picoine, apparemment, il y avait des points isolés aussi. Non, ils ne sont pas favorables non plus. Alors, on passe au vote. Pour cette libération, qui est contre? 2 contre, qui s'abstient. Le reste... Bon, c'était quand même à la demande
de parents d'élèves. Oui, le demande de parents d'élèves. Oui, il n'y avait pas d'éclairage sur ce... Donc voter contre l'éclairage sur cette route principale. On a compris que vous n'étiez pas contre l'éclairage, mais contre le système. Merci, monsieur le Ne maire. en faites pas. Ne faites pas Alors, on continue. Demande de diagnostic énergétique. C'est toi qui es là, Pascal? Merci. Cette demande fait partie de diverses demandes qui ont déjà été effectuées par le passé. Je vous rappelle, mairie, espace des gens, les écoles. Et là, dans cette délibération, on vous propose de faire 2 nouvelles demandes de diagnostic énergétique. Centre social Le Foyer et Loustal, qui sont 2 bâtiments phares de la commune, anciens, et dont les usagers nous disent qu'ils sont énergivores, et les relevés le montrent aussi. Donc ce diagnostic nous permettra d'étoffer toutes nos données sur ces questions-là, dans l'objectif d'effectuer un plan de rénovation pluriannuel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi je dis pas une question, mais plutôt une observation. Je suis bien sûr favorable au diagnostic des bâtiments communaux afin d'économiser de l'énergie et de l'argent. Par contre, en début de conseil municipal, vous nous avez signifié une décision de restauration des sièges du cinéma, et j'ai un peu peur que si le diagnostic prévoit des travaux lourds sur Loustal, il faille redéposer ces sièges, et est-ce qu'on fait les choses dans l'ordre? Je pense que quand il y a diagnostic et quand il y a préconisation de travaux, même si c'est des travaux lourds, c'est surtout sur les enveloppes et l'isolation du toit. Vous savez que même pour les particuliers, l'isolation du toit est un des premiers postes qu'on préconise pour économiser l'énergie. Donc ça sera surtout sur ces questions-là, je pense, qu'on travaillera. Mais on ne peut pas préjuger évidemment des résultats avant d'avoir fait le diagnostic. Il n'y aura pas de travaux sur l'éclairage, ce genre de choses. À l'éclairage, si, enfin, éventuellement, je ne sais pas, enfin, je veux dire, on peut pas savoir ce que va donner le diagnostic à l'avance. Hein, voilà. Peut-être que quand on fera les travaux, les sièges seront déjà usés. Ce serait de... J'espère que non. Mais j'espère que oui. Ils seront usés parce qu'il y aura beaucoup de personnes au cinéma. Ensuite, la salle du cinéma est en éclairage LED. Donc apparemment, il n'y aura pas d'amélioration par rapport à l'éclairage de la salle. Par contre, sur l'isolation, ça va changer. Si on met les panneaux solaires sur le toit. Par contre, au niveau de l'isolation, c'est évident, mais c'est la salle à truc. D'autres questions? On passe au vote alors. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Petit 7. Refus de transfert de compétences en matière de PLU au profit de la communauté de communes de Bassin-Autorivelle. Donc effectivement, une loi, la loi ALUR, prévoyait un transfert obligatoire donc, des communes aux EPCI, donc en l'occurrence à la communauté de communes, de la compétence en matière de PLU à compter du 27 mars 2017. Et dans cette loi, il y avait effectivement la possibilité donnée de s'opposer donc avec une majorité qualifiée des communes, avec 25% des communes, avec au moins 20% de la population, pour le transfert de cette compétence, ce qui avait été fait et qui prend fin au 1er janvier 2021. La loi avait prévu que suite au renouvellement des conseils municipaux, conseils communautaires, il faudra à nouveau effectivement envisager ce transfert. Et dans ce cas-là, on a de nouveau la même condition qui permet aux communes donc, de l'EPCI, donc de la communauté de communes du Bassin-Autorivelle, si on a 25% des communes avec au moins 20% de la population totale, de pouvoir s'opposer au transfert de cette compétence. Donc on propose au conseil municipal effectivement de voter ce soir pour refuser ce transfert à la communauté de communes pour 2 motifs principaux. Le premier, c'est qu'effectivement il va falloir conduire
une révision générale du plan local d'urbanisme, hein, puisqu'on a un plan local d'urbanisme qui date de 2012, qui du coup ne tient pas compte des évolutions réglementaires, et on va avoir un certain nombre d'évolutions à conduire. Et qu'il nous semble quand même qu'au regard de cette évolution générale, il semble préférable de le conduire nous-mêmes et non pas de le faire conduire par la communauté de communes du bassin tourinien. Deuxième raison aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette communauté de communes n'est pas forcément structurée pour assurer cette compétence. Donc on vous propose effectivement de refuser le transfert de compétences en matière de PLU, et c'est avec les délibérations des autres communes que sera calculée la majorité qualifiée des 25% des communes correspondant à au moins 20% de la population. Le deuxième critère étant déjà rempli avec Autorive, mais il faut effectivement qu'il y ait 25% des communes qui s'y opposent. Des questions? Oui, si dans le principe des lois et règlements regard des EPCI et notamment des intercommunalités, l'intégration de compétences est forcée par la loi, c'est-à-dire la loi depuis toujours, depuis la loi Chevènement, on crée des intercommunalités pour transférer de la compétence. Donc effectivement, la logique juridique, je veux dire, et la logique de l'esprit des lois françaises depuis la création des intercommunalités, est de dire, transférons. C'est un principe général, issu des textes. Concernant Autorive et le transfert du PLU, moi je crois que de garder la compétence PLU est une bonne chose pour la commune d'Autorive, d'autant que en transférant des PLU, on transfère également des compétences associées. Ça, il faut quand même le dire. Les compétences associées au PLU, ce sont les règlements communaux de publicité, qui sont de droit transféré si jamais les plans locaux d'urbanisme sont transférés à l'EPCI. Également, les droits de préemption sont transférés. De droit, en compétences associées. Et très probablement aussi les taxes d'aménagement et de façon certaine les PUP. Donc effectivement, c'est pas, et j'avais interpellé la TD à ce niveau-là qui avait omis certaines choses, mes collègues juristes avaient omis certains points là-dessus. Je les avais interpellés quand ils répondaient aux intercommunalités, notamment et aux communes. Effectivement, il y a une prise en considération de ces compétences associées qui seraient transférées de droit aux EPCI. Donc effectivement, si dans l'esprit des lois, il faut transférer, je pense que pour l'instant, pour la commune d'Autorive, compte tenu de ce que vous disiez, effectivement, et de la révision, la prochaine révision du plan local d'urbanisme, il est judicieux de proposer de conserver cette compétence. Je rajouterai en plus que normalement, quand on envisage, il me semble, de transférer la compétence, il faut le faire aussi avec un projet de territoire qui soit concerté et en accord avec toutes les communes. Aujourd'hui, pour l'instant, sur notre communauté de communes, on ne dispose pas encore d'un projet de territoire cohérent qui permette justement déjà d'avoir défini des orientations au niveau communautaire. Et c'est vrai que ce préalable-là fait qu'aujourd'hui, finalement, on n'aurait pas déjà tous ces éléments de réflexion. Alors le schéma de cohérence territoriale est en cours de révision sur le PSU toulousain. Ça veut dire quand même que dans ce cadre-là, on aura de nouveaux éléments de réflexion sur l'aménagement de notre bassin de vie, et qu'au moment où on s'apprête à accueillir des équipements conséquents, avec quand même aussi, on a défendu plusieurs fois des projets de réaménagement urbain, de vraiment aussi changer un petit peu le mode de vision de l'urbanisation et intégrer les évolutions réglementaires, ça nous semble effectivement pas le moment de céder cette compétence, mais peut-être que d'ici quelques années, il sera intéressant si un projet communautaire est assez fort et si derrière on peut effectivement estimer tous les impacts pour la ville et que ces impacts sont jugés comme positifs. Oui, d'autant que la révision, s'il y a un transfert du PLU à l'EPCI, dans le cadre d'une prochaine révision, ce serait inscrit dans le cadre d'un PLU, un plan local
analyse intercommunale. Oui, et c'est là... Et là, ça pourrait effectivement être par côté certains avantages, mais je crois de façon majeure peut-être un inconvénient pour la communauté. Mais disons que c'est surtout que déjà en termes de procédure et de mise en œuvre, ça serait beaucoup plus long. Or, il se trouve qu'on a quand même quelques projets importants qui arrivent sur la ville, qui a aussi une vision de l'aménagement qui date de... Alors il a été approuvé en 2012, mais comme les temps d'élaboration sont assez longs, les études préalables et tout ce qui s'est passé date de bien avant 2012, et qu'aujourd'hui il faut aussi qu'on puisse faire cette révision pour nous-mêmes développer une nouvelle vision de l'urbanisme, beaucoup plus en lien avec justement la transition écologique, avec l'aménagement urbain, avec la requalification des entrées de ville, avec la localisation des équipements